Mesdames et messieurs, bonjour. L'enseignement, la recherche et l'innovation constituent, vous le savez, un important levier de développement, mais malheureusement dans notre pays, l'état de notre sous-secteur de l'enseignement supérieur laisse à désirer malgré les nombreux efforts fournis. Une analyse de la gouvernance dans nos universités nationales a révélé de nombreuses faiblesses qui handicap, la recherche et l'innovation. Et quand on en vient à la qualité des curricula, beaucoup s'accordent sur leur insuffisance avec aussi le cortège de vices dans cet espace dit pourtant au lieu de savoir. C'est pour sortir justement le sous-secteur de cette étoffe peu admirable que le chef de l'État a mis sur pied une commission chargée de l'élaboration d'une stratégie de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation. Après 2 mois de travaux, la commission a rendu son rapport. C'est d'ailleurs le dit document qui était en débat le 10 juillet dernier à Cotonou avec les acteurs de ce sous-secteur. Quelles sont alors les thérapies proposées? Qu'est-ce qui va désormais changer dans nos universités? Surtout, dans quel délai allons-nous voir ces différents changements? Voilà autant de questions auxquelles va répondre notre invité de ce dimanche, Baba Avimandianon Dodji Amouzuvi, professeur titulaire, directeur du laboratoire d'analyse et de recherche religion espace développement. Il a d'ailleurs conduit la réforme des universités privées qui a conduit à leur agrément et surtout, il a siégé au sein de cette commission spéciale dont nous parlerons des conclusions dans cet entretien. Professeur, bonjour. Je pense que j'ai fait le tour. Et vous avez très bien fait le tour. Bonjour madame. Bonjour aux amis téléspectateurs du Bénin, de l'Afrique et du monde. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Et également les auditeurs de OCFM parce que... Ah, parfait. Voilà. Alors, professeur, comme je le disais, votre commission a travaillé pendant 2 mois pour justement trouver des pistes de solutions dans la redynamisation des universités publiques du Bénin. Avant d'en venir aux conclusions de vos travaux, nous allons évoquer un peu l'état des lieux pour permettre à nos téléspectateurs et auditeurs de comprendre ce pourquoi la thérapie a été pensée. J'ai surfé un peu dessus dans mon intro, certes, mais vous qui êtes du domaine, et qui le maîtrisez d'ailleurs mieux, de quel mal souffre concrètement l'enseignement supérieur? Écoutez, je vous remercie pour la question que vous me posez justement. Mais permettez-moi, avant de répondre à cette question, de me suggester à un devoir plaisant, un devoir d'admiration, de remerciement pour le travail que vous faites au quotidien. Cette chaîne, sur l'ensemble de votre chaîne, Océan FM et télé, pour informer justement, pour informer juste et pour informer vrai. Je vous remercie pour cela. Je dois aussi m'acquitter d'un grand devoir, un devoir plaisant. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit votre commission. J'aurais tellement préféré la commission à laquelle j'ai appartenu. Je ne suis pas le président, je ne suis pas le rapporteur. Les collègues avec moi qui avons pendant de longues semaines travaillé peuvent tout autant être ici parce que c'était vraiment des travaux conduits de main de maître par notre président, son rapporteur, et en la matière à eux on peut dire votre commission. Moi j'ai juste appartenu à la commission et je voudrais aussi franchement avec beaucoup d'humilité remercier toutes les autorités à tous les niveaux, à commencer par les tout premiers citoyens qui ont eu l'idée de donner enfin un coup de pouce à l'institution universitaire, l'institution de l'enseignement supérieur chez nous, et qu'ils vous souviennent que les couleurs ont été déjà annoncées, qu'ils vous souviennent que lorsque vous lisez le programme d'action de gouvernement 2016-2021, déjà on avait annoncé des réformes, on avait annoncé un jour nouveau, un soleil nouveau qui devrait se lever sur l'enseignement supérieur. À l'arrivée, beaucoup de choses ont été faites, vous en avez parlé, mais de manière spécifique, je crois que le chef de l'État a voulu donner un cachet spécial en enseignement supérieur. Et ce n'est pas le hasard.
au lancement de sa campagne, le plat de résistance a été cette annonce phare, cette annonce qui ressuscite un peu l'enseignement supérieur dans sa structure privée comme dans sa structure publique. Donc c'est dans ce sens de renouveau, c'est dans ce sens de rupture avec tout ce qui se passe, je dis bien tout ce qui se passe, que nous avons compris le message du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui se fait de manière pas bonne, on doit rompre avec pour faire bon. Tout ce qui se fait de manière bien, on rompt avec et on fait mieux. Tout ce qui se fait de manière excellente, on rompt avec et on cherche la cime des cimes. Donc, dans tous les cas, le mot rupture, le mot renouveau, le mot réforme et le mot révolution, avec les acteurs, pour les acteurs et pour le Bénin, trouvent leur sens dans l'initiative gouvernementale de donner un coup d'accélérateur à l'institution enseignement supérieur au Bénin. On va revenir là-dessus. Vous me posez la question de savoir de quel mot ou de quel mal souffre l'enseignement supérieur au Bénin. Quelle que soit la version que nous prenons, mais nous allons beaucoup plus nous accentuer sur les structures publiques d'enseignement supérieur et de recherche. Il n'en demeure pas moins que les réflexions qui ont été faites, les travaux qui ont été menés ont pris en compte les structures privées aussi. Donc quand on parle de l'enseignement supérieur au Bénin, il est un, mais animé par deux structures. Nous allons beaucoup plus parler des structures publiques, donc des universités publiques du Bénin. Pour faire court, parce que nous sommes en position de 80 minutes pour expliquer, je ne parlerai pas de mots. Parce que je décide avec le président, le gouvernement, le président de la République et tous les acteurs qui veulent que ça change dans le bon sens, il vaut mieux que nous nous inscrivions dans une logique complètement positive et participative. Donc je parlerai des défis. Les défis qui se posent aujourd'hui à l'enseignement supérieur, ils sont au niveau des gouvernances. Lorsque vous prenez la gouvernance administrative, lorsque vous prenez la gouvernance académique, lorsque vous prenez la gouvernance pédagogique, lorsque vous prenez la gouvernance financière, lorsque vous prenez même la gouvernance institutionnelle, infrastructurelle, matérielle, quand vous prenez la gouvernance même, je vais dire, relationnelle en termes de déontologie, en termes d'éthique, en termes de morale, en termes de profession, nous avons beaucoup de défis à relever dans ce secteur. Je vous deux petits problèmes à titre illustratif. Prenez un peu les enfants, les étudiants, les apprenants qui rentrent dans nos universités publiques. Au niveau de la massification. Regardez, nous venons d'avoir les résultats. Plus de 64% qui vont venir. Le profil qui sort, en quoi est-ce que ce profil-là accompagne le développement du Bénin? En très peu de choses. Parce que le système tel qu'il est aujourd'hui ne répond pas à la bonne adéquation formation-emploi. Formation employabilité. C'est un gros problème. Si l'université publique doit apparaître comme une grosse machine à délivrer des diplômes ou à fabriquer des chômeurs, elle ne répond pas à l'une de ses missions qui est celui de booster le développement. C'est un gros problème. Et on en a parlé de long en large, verticalement et horizontalement. Il faut relever ce défi-là. Prenez la question même donc de la masse d'étudiants qui entrent, les facultés classiques qui les reçoivent, la manière dont on les oriente et la formation qu'on leur propose. Ce sont autant de choses qu'il faut radicalement changer. Si le débat aujourd'hui... Quand vous dites radicalement, ça veut dire entièrement. Il faut changer entièrement, n'ayons pas peur des mots. Il ne s'agira pas de saupoudrer. Au séminaire, la dernière fois, le chef de l'État a évoqué un concept fort. Le gouvernement a eu de l'audace. La commission a eu un peu d'audace. J'attends de vous, et il s'adressait à tous les acteurs majeurs de la République présents. Il n'y avait pas que les collègues de l'université de l'enseignement supérieur. J'attends de vous davantage d'audace.
Et lorsqu'on a de l'audace, on reconnaît ce qui est fait et bien. Nous venons de dire qu'il doit y avoir de la rupture pour que ce qui est déjà bien soit meilleur. Donc, cette audace attendue de chacun de nous, cette audace attendue du gouvernement, cette audace attendue aujourd'hui du Bénin tout entier, parce que ce gouvernement-là n'est pas là, ce président-là n'est pas là sans la confiance du peuple béninois. Donc, c'est finalement le Bénin entier qui a dit « Mon université publique ne peut plus être ce qu'elle a été depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. » Donc, vous changez tout. Il faut changer. Pour moi, en approfondissant, en améliorant ce qui est bien, nous changeons. Parce que la finalité n'est plus là où je suis parti. Donc, j'améliore quelque chose. Le changement ne signifie pas qu'il faut tabula rasa, jeter le bébé et l'eau qui a servi à laver le bébé. Mais c'est une position de soldat qui veut nécessairement gagner la bataille et qui se dit, ok, ce que j'ai là, c'est bon. Mais je veux le changer pour avoir quelque chose de meilleur. C'est dans ce sens qu'il faut introduire la rupture proposée par le gouvernement et son chef et un signal fort qu'on a donné aux acteurs, tout acteur compris de l'enseignement supérieur. Je dis de ma position d'acteur, d'enseignant et d'observateur de la société que c'est une chance que nous avons et nous devons, toutes les parties, nous donner rendez-vous pour que dans quelques mois, on puisse faire le bilan et savoir, le gouvernement a dit, je veux redorer le blason de l'enseignement supérieur. Est-ce que les enseignants sont prêts? Est-ce que les enseignants ont suivi? On va en venir, professeur. Vous avez fait une liste presque exhaustive des différents défis donc, de l'enseignement supérieur. Mais dites-moi, est-ce que ce n'est pas justement pour répondre à la plupart de ces défaillances-là que le CNE a été mis en place, le CNE, le Conseil national de l'éducation, ou simplement ce CNE a simplement échoué? Le CNE a-t-il échoué ou bien il y a une autre mission à lui confier? Le CNE n'a pas échoué, loin de là. Lorsque vous suivez très bien les missions du CNE, les attributions du CNE, vous vous rendez compte que le CNE est à un niveau supra, un niveau national de conseil, d'orientation et tout ce que vous voulez, que le CNE manage, structure et coordonne tous les ordres de l'enseignement, le primaire, le secondaire, le supérieur, et accompagne tous les compartiments de cet enseignement supérieur. Et puisqu'on parle justement de l'enseignement supérieur, dans sa mission du supérieur. Dans sa mission du supérieur, je vous dirais en plus de tout, pour faire raccourci, que c'est justement l'action, le travail, les conseils, les problèmes soulevés, les chantiers soulevés par le CNE, qui a renforcé davantage la nécessité d'aller vers des réformes spécifiques à l'enseignement supérieur. On ne pouvait pas tenir longtemps cette option. Sinon, quand bien même le CNE était là, parce que justement le CNE a été là, on a compris qu'il faut une professionnalisation de l'enseignement. Il faut que l'enseignement secondaire soit davantage orienté vers la technologie, la professionnalisation. Vous avez vu la création de centaines de lycées qui sont annoncés, qui vont venir. Et tout l'amarda, tout l'accompagnement avec lequel le gouvernement 2021-2026 veut mettre cette affaire-là. Tout ça a été coordonné, tout ça est inspiré, tout ça est renforcé, tout ça est mis dans les moules que chapeaute le Conseil national de l'éducation. Donc, si ce conseil n'avait pas été là, il aurait fallu l'inventer et avec le conseil, par le Conseil national de l'éducation, toutes ces réformes annoncées prendront corps, s'accéléreront et se feront dans une logique de bonne cohérence, de bonne passerelle depuis le primaire jusqu'au supérieur. Le CNE veille à ça. Et quand vous voyez les structures qui sont annoncées, quand vous voyez les actions qui sont annoncées, vous voyez la responsabilité du CNE. Vous vous rendez compte que tout partira du CNE, tout passera par le CNE, tout s'articulera autour du CNE. Donc, loin d'imaginer que c'est une faillite de la mission du CNE, il faut plutôt y voir justement la bonne intelligence d'avoir mis en place le CNE qui a accompagné
toute cette réflexion, toutes ces analyses. La preuve, la présidente du séminaire a été assurée par le CNE. La preuve, toutes les étapes, du moins pour ce que je sais, c'est sur les conseils du CNE que tout cela a été fait. Donc, si je dois parler un peu comme nous, le CNE en la matière sera la déité administrative, la déité scientifique, la déité académique, en face de laquelle tout ceci va se jouer. D'accord. Alors, professeur, vous avez peint ce tableau franchement presque noir des défis de l'enseignement supérieur. Vous avez rendu votre rapport, je parle de la commission à laquelle vous avez appartenu, Exactement. a rendu son rapport qui a été débattu le 10 juillet dernier. Qu'est-ce qu'on va essentiellement retenir des conclusions de ces travaux que vous avez eu à faire pendant 2 mois? C'est vrai qu'on a parlé d'un organe de contrôle d'éthique, etc. Il y a plusieurs points, mais vu que nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau, parlez-nous donc des grandes lignes, des conclusions de vos travaux. Parler des grandes lignes au cours d'une émission de quelques minutes, ce serait un défi cornélien, mais nous allons essayer de revenir. Je vous ai dit tout à l'heure que les grandes recommandations qui ont été faites, les suggestions et même les interventions amélioratives des acteurs conviés à ce séminaire peuvent nous ranger globalement dans 2 grandes dimensions. La première, que je souhaite que chacun de nous en retienne, c'est que dans la logique du gouvernement, il y a que les défis sont tellement nombreux que ici et maintenant, il y a des actions urgentes à prendre en compte, à régler. En tout cas, d'ici les 90 jours que nous avons devant nous, il faut que ça démarre. Ensuite, et c'est la deuxième grande décision, orientation, il faut mettre en place une structure chargée de rédiger un programme spécial. Un programme spécial d'investissement, de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, les décisions qui sont prises, les recommandations qui sont faites, elles sont prises et elles sont faites dans 2 dimensions majeures. La première, c'est ici et maintenant, que faisons-nous pour donner le signal fort? La deuxième, c'est à moyen terme, que faisons-nous pour investir massivement afin que nos universités publiques puissent être citées dans le top 10, dans le top 50, dans le top 100. Et là, c'est véritablement un plan Marshall qui est annoncé pour ça. Lorsque nous venons dans l'ici et le maintenant, la première grande question qui se pose à nous, c'est quand même la question des gouvernances, de la gouvernance administrative. Ce que nous avions expérimenté ces derniers temps a montré ses limites en termes de vie intra-universitaire. Je vais vous parler simplement des élections de nos responsables, les élections des recteurs, des élections des ce qui se fait, ce qui se fait jusque-là a montré des limites. Et ces limites-là, lorsqu'un les met ensemble... C'est tout récent, hein, professeur. L'élection des recteurs, c'est tout récent que cela a été initié. Oui, nous avons des dizaines d'années. Il y a plusieurs mandats qui sont passés par là. C'est beaucoup d'années. Et en 10 ans, on peut déjà faire un point important. Et le point a été fait. Et on s'est rendu compte que ce que le système a produit comme contre-production, ce que le système a produit comme déchets, c'est pour pouvoir expliquer, est tel qu'aujourd'hui, il nous faut un temps de discussion. Il nous faut un temps pour recoller les morceaux. On ne peut pas décréter la correction des problèmes issus du système électoral. Il faut donc poser la valise, le temps de la réflexion. Et ça dit qu'il n'y aura plus d'élections? Il n'y aura plus d'élections dans le système tel que nous l'avons connu jusqu'à aujourd'hui. Parce que les élections ont donné comme résultat, comme effet, ont produit comme effet des dissensions. Au point où on a transformé les universités publiques en lieux politiques. Ce n'est pas leur rôle. Est-ce que vous savez qu'à l'issue des élections, des collègues ne se parlent pas?
simplement parce que l'un n'a pas fait campagne à l'autre, l'un n'a pas voté pour l'autre. Or, nous sommes à l'université. Comment peut-on ne pas comprendre à l'université que les joutes électoralistes, sont les confrontations d'idées. Et une fois que le match est plié, qu'on a quelqu'un qui a remporté, tout le monde se met et on travaille. On n'a pas réussi à faire ça malgré notre niveau. Et on se complète au point où certains collègues, lorsque celui qui est élu convoque ou invite à des journées pédagogiques, qui gèrent l'année sur le plan pédagogique, on est absent. Parce que ce n'est pas celui pour qui on a voté. Alors que l'un dise, au point où l'un dit, je n'irai pas dans le bureau de l'autre. Ce ne sont pas des problèmes épiphénoménaux, c'est des problèmes profonds, structurels. Il faut coller les morceaux. Lorsque vous avez élu un recteur qui pense ou qui agit, ou qui se manifeste comme étant légal du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui estime qu'il n'a pas de compte à rendre. Lorsqu'on a élu un recteur et qui se sent, ou un douanier, ou à l'issue de l'élection, qui se sent un peu prisonnier de ses mandats et qui écoute davantage les mandats à bien faire, à bien plaire, et ne regarde plus l'institution citoyenne qu'il dirige, ne regarde plus les relations hiérarchiques administratives qu'il y a entre le ministère, le gouvernement, la présidente et tout, et cherche à brûler les États. Lorsque vous avez un responsable à l'université qui, parce qu'il est élu, va contacter ou nouer des partenariats à l'extérieur, souvent à l'insu du ministère, à l'insu des affaires étrangères, à l'insu du plan, etc., s'appuyant sur sa légitimité ou sa légalité électoraliste et démocratique, alors que certains de ces partenariats sont coefficient d'engagement financier de l'État, ça pose problème. Il faut régler tout ça. Et ce n'est pas une question de casser le thermomètre pour baisser la fièvre en disant maintenant changeons de gouvernance. Nous avons mené une expérience, on a tiré les conclusions. Il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant là, être recteur d'une université publique, d'abord la gestion, la gouvernance des universités publiques nous amènera un conseil d'administration qui est le représentant du propriétaire, de l'employeur. Et c'est ce conseil d'administration qui décide des grands traits. Le recteur, qui à l'issue d'un long processus d'appel à candidature, de présentation, de défense de son programme, intitule personnel. Nous venons d'une situation de liste où on est collégialement responsable. Maintenant, nous rentrons dans une position où c'est le recteur, c'est les vice-recteurs, chacun individuellement, qui au lendemain de la publication de l'appel, qui postule, qui défend son programme et qui finalement, entre le conseil d'administration qui lance l'affaire, entre le ministère, entre le CNE et entre le gouvernement, qui finit par nommer, il y a une traçabilité et il y a une responsabilité individuelle de chacun. Donc, on va revenir à la nomination des recteurs. C'est ce que ce n'est pas une nomination. Puisqu'on était toujours en nomination. À l'issue des élections, le compte rendu est fait en Conseil des ministres et par décret, le gouvernement, le président de la République, en Conseil des ministres, nomme. Ça, c'était avant ça. Mais on élisait. Ici, on change de mode. Et lorsque ce n'est plus les électeurs, les enseignants et tout le corps électoral que je vais convaincre, que je vais affronter avec mes idées, mais c'est moi-même personne individuelle, la commission chargée de la sélection que j'affronte, avec des dispositions d'enquête de moralité, avec des dispositions de contenu de mon programme, avec des dispositions d'engagement, avec des dispositions de mon rayonnement, avec tout ce qu'il faut. Et la nouveauté ici, c'est que même les Béninois résidents à l'extérieur, donc les collègues de la diaspora, peuvent très bien postuler pour être recteurs dans nos universités publiques. Toute personne, même qui ne soit pas un citoyen, qui ne soit pas béninois, peut très bien postuler. L'important, oui, je vous le dis, l'important ici, c'est d'aller chercher là où la compétence la meilleure est. Évidemment, les réflexions, l'initiative, la logique
Et les discussions même au séminaire, c'est que à compétence égale, préférence nationale. Ah, d'accord. Là, vous rassurez, sinon, non, si vous ouvrez le champ comme ça, il y aura encore des problèmes. C'est clair. Il se passe entre acteurs, ça se passe entre spécialistes, ça se passe entre scientifiques, purs et durs. Et le Bénin en la matière n'innove pas, ne crée pas un ovni. Ça se passe partout ailleurs. Lorsqu'on veut inscrire sa structure, son université ouverte sur le monde, et qu'on veut être estampillé à bas, on veut être estampillé parmi les meilleurs du monde, il faut aller chercher là où ça se trouve, béninois ou pas, mais qui subit cette sélection rigoureuse en fin de parcours. On se donne toutes les chances que celui qui a un contrat avec l'université, celui qui a un contrat avec l'État, celui qui a un contrat avec le ministère, il est obligé d'assurer, puisqu'il y aura un contrat de performance pour auditer régulièrement sous le contrôle du conseil d'administration, sous l'exécution du recteur, le ministère, le CNE, tout le monde s'y met et la situation aujourd'hui sera radicalement différente de la situation de demain. Donc, qu'on le veuille ou non, la nomination restera, la consécration par décret restera, mais le mode de sélection va changer. Ce ne serait plus au tribun qui va réussir, ce ne serait plus à celui qui aime qui va réussir, à celui qui veut qui va réussir. Ça va être à celui qui veut et qui peut. D'accord. Hier, comme toutes les élections, on peut se retrouver en face de quelqu'un qui ne peut pas par décision de l'électeur. Mais aujourd'hui, la structure qui est en face de vous, face à qui vous défendez votre affaire, c'est une structure experte, c'est une structure spécialisée, c'est des gens qui s'y connaissent et qui peuvent dire oui, il veut ce monsieur, il veut être recteur de telle université publique et il peut. On peut lui faire confiance. Et à eux de faire des propositions de 3 personnalités. Ce ne seront pas des propositions hiérarchiques pour dire celle-ci est première, celle-ci est deuxième, celle-ci est troisième. Ces 3 propositions, messieurs les autorités de la République, ils peuvent faire l'affaire. Et commence alors le balai entre le ministère de l'Enseignement supérieur, le Conseil national de l'éducation, qui a aussi son mot à dire, le gouvernement, c'est des allers-retours jusqu'à prendre le recteur parmi les personnalités proposées. Et le conseil d'administration dans tout ça qui vient? Le conseil d'administration qui vient, c'est le représentant de l'employeur, je viens de le dire tout à l'heure. Et c'est le conseil d'administration qui déclenche, 3 mois avant la fin, qui déclenche le processus, qui met en place l'équipe de sélection, qui suit tout ça et qui rend compte à qui de droit. D'accord, là il y aura une meilleure traçabilité. Il y aura non seulement une meilleure traçabilité, il y aura une meilleure responsabilité, il y aura une meilleure gouvernance, il y aura une meilleure autonomisation et de meilleures décisions à prendre, comparativement à ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui. D'accord. Et en dehors de la gouvernance, qui est le premier point à régler à court terme, avez-vous dit, en dehors de cela, il y a quoi? En dehors de la gouvernance, qui est à court terme à régler, il y a la question de mécanismes internes, d'évaluation des collègues. C'est aussi un point crucial. Aujourd'hui, le diagnostic a prouvé que l'instance régionale, qui est le CAMES, fait bien son boulot, mais présente aussi des faiblesses, telles que le résultat ne challenge pas beaucoup, telles que il faut que le CAMES aussi introduise des nouveautés, des réformes en son sein. Et lorsque vous voyez un peu la manière et le produit fini sorti du CAMES, quand vous revenez dans le système béninois, puisque nous sommes au Bénin, on se rend compte qu'il faut nécessairement, avant de réformer le CAMES et de le mettre au goût de l'ambition du Bénin et de son gouvernement, il faut une mesure alternative complémentaire de ce que fait le CAMES. Donc le CAMES a fini de faire son travail, mais au Bénin, nous mettons en place une mesure, des mécanismes complémentaires pour challenger davantage le résultat obtenu du CAMES. Concrètement parlant, je vais vous donner un exemple. J'aime bien prendre cet exemple sur moi-même. D'accord. Et ce qui est vrai pour Dodia Moussouvi est vrai pour beaucoup parmi nous, sinon vrai pour presque tous. Lorsque vous êtes candidat au CAMES,
vous passez et vous inscrivez sur les listes d'aptitudes. L'année dans laquelle vous savez que vous positionnez votre candidature, vous êtes plus productif, vous êtes plus actif. Et les années qui suivent, l'intermédiaire, vous baissez. Oui. Sauf si vous avez des engagements ailleurs qui vous obligent à vous challenger au quotidien. Moi, je suis ici, mais je suis dans d'autres systèmes à l'extérieur. Et ces systèmes font que je suis obligé, indépendamment du CAMES, d'être au top de produits, etc., etc. Mais dans mon propre pays, s'il n'y avait pas ce système qui me tient à l'extérieur dans lequel je me retrouve, je ne me challenge pas beaucoup. Quand je regarde le nombre d'articles que je produis entre deux CAMES, je baisse d'effort. Mais l'année où je sais que je dois aller, je produis beaucoup. Je produis plus. Ça signifie quoi? Et ça, c'est lorsque je suis encore candidat. Dès que je deviens professeur titulaire, je n'ai plus un aiguillon, à part ma conscience professionnelle, à part mon envie de me maintenir au top et de me faire citer. Pendant ce temps qui perd, c'est le pays qui perd, c'est le développement qui perd. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous ne sommes enseignants à l'université, productifs, vraiment actifs sur le terrain de publication, sur le terrain de l'innovation, sur le terrain des inventions, que pour aller chercher nos grades au CAMES. Pas pour, en même temps, booster le développement. On dit, bon, à côté de cela, il y aura des mesures complémentaires. Et ces mesures complémentaires me maintiennent dans une effervescence, dans une émulation scientifique et pédagogique. Et à l'intérieur de ça, on pourrait m'identifier. Les récompenses peuvent arriver, des promotions peuvent arriver. Donc, la conséquence, osons le dire, lorsque j'obtiens mon grade de CAMES, lorsque j'obtiens un maître de conférence, ce n'est plus systématiquement que je suis reclassé dans la fonction publique. Mais j'ai déjà obtenu mon grade de professeur titulaire au CAMES, j'ai obtenu mon grade de maître de conférence au CAMES, maître assistant au CAMES, je gagne les attributs liés à ces fonctions-là. Je peux diriger une thèse parce que je suis maître conf, je peux continuer par faire tout ce qu'un professeur titulaire fait au Bénin et dans l'espace du CAMES, mais pour que ça prenne effet dans le système de l'enseignement supérieur public au Bénin, il faut encore que, selon les besoins des universités, ces postes soient ouverts, ces profils soient souhaités, et que ce soit à l'intérieur des collègues, de nous tous qui sommes revenus, comprennent ce dont on a besoin. Vous allez me poser la question de savoir si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne change pas l'affaire? Non, on ne va pas changer. Si on change, on va limiter par le bas. On va cimenter par le bas. L'État, si on change, l'État va donc dire, puisque je veux 3 maîtres conf en sociologie, j'accompagne ça, je présente les 3 et ça s'arrête là. Or, si j'avais 10 candidatures, ça veut dire que moi-même je vais éliminer 7 et je ne vais présenter que les 3 que je veux. Ça, ce n'est pas la bonne politique, ce n'est pas la bonne manière de faire. Si j'ai 10 candidats, j'accompagne et je laisse les 10 se présenter au CAMES. Peut-être que j'aurai 10 maîtres conf en sociologie. Une fois que je les ai et que le système chez moi, l'université publique ne veut que 3. J'ouvre les postes et les 3 qui gagnent ces postes sont pris. Les 7 autres continuent, mais ils ont l'avantage d'avoir été déjà au CAMES. Et êtes-vous sûr qu'avec ce système, il n'y aura pas de rivalité avec le CAMES? Non, aucune rivalité, c'est complémentaire. Et puis à côté de ça, il faut que les universitaires que nous sommes, accompagnés par tous les acteurs, nous puissions plaidoyer et faire le plaidoyer qu'il faut, nous puissions plaider, pour que le CAMES, un certain nombre de points, puisse revoir sa copie. L'autre chose, ici et maintenant, qui doit évoluer, c'est aussi qui peut enseigner à l'université. Vous savez, le système que nous avons, dès qu'on a le doctorat, on pense qu'on peut aller et devenir enseignant en suivant les procédures. Il y a déjà... c'est ce à quoi on assiste justement, les docteurs qui enseignent. Oui, systématiquement, on pense que le doctorat donne au droit à l'art. Dès que vous avez un docteur, se dit ok, maintenant les portes de l'université sont ouvertes. On va essayer d'avancer un peu sur cette affaire-là. D'où un fichier, une base de données des aspirants au métier d'enseignant-chercheur. Moi, je veux être enseignant à l'université. Je veux être enseignant-chercheur à l'université et enseignant dans les universités publiques.
Jusque-là, dès que la sélection est lancée, la procédure est lancée, tout docteur avec son diplôme postule et peut se retrouver enseignant dès qu'il est retenu. Et quel est ce format d'Aspirana, puisque cette Voilà, annonce a été je vais déjà en arriver. dans... Le format d'Aspirana, qu'il ne faut pas confondre avec ce qui se passe ailleurs, notamment dans le secondaire, mais qui s'inspire, qui se greffe. C'est que nous avons aujourd'hui une base de données de tous ceux qui souhaitent. Et pour entrer dans cette base de données, il y a déjà un travail qui se fait en amont. Je prends un exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout décortiquer. Aujourd'hui, à part les dispositions, les mécanismes mis en place par les universités pour déceler les plagiats et tout, ceux qui arrivent à passer entre les mains, dès qu'ils ont leur doctorat et que la procédure est lancée, ils se positionnent. Il n'y a pas une enquête de moralité en bonne et due forme qui se fait. Il n'y a pas un certain nombre d'accompagnements qui se met en place pour qu'on soit sûr de ce que celui-là qui va être assistant, le minimum est là. Aujourd'hui, le fichier déjà permet d'opérer une enquête de moralité. Le fichier permet de séparer le bon grain de livret en termes de plagiat. C'est-à-dire que les collègues qui auront en charge de gérer ce fichier seront suffisamment dotés pour que quand vous venez vous dites « j'aspire à être enseignant », on jauge votre thèse pour voir si vous n'avez pas fait du plagiat. Et si c'est du plagiat, déjà, vous êtes disqualifié. Parce qu'à terme, c'est une question d'éthique. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans le corps des enseignants en train de le faire. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on permet de régler déjà au niveau premier. Et lorsque la procédure va être lancée pour un recrutement sur concours, sur des ouvertures de postes, etc., c'est ceux qui se sont inscrits qui vont faire ça. Donc nous avons un vivier, nous avons un fichier, nous avons un réservoir de personnes susceptibles d'évoluer. L'autre chose qui va changer, c'est quand même la suppression du corps d'assistants. Aujourd'hui, avec la réforme annoncée, assumée et affichée, nous aurons le corps des maîtres assistants, le corps des maîtres de conférences, le corps des professeurs titulaires. Donc plus de corps d'assistants. Plus de corps d'assistants. Mais il y aura toujours des assistants. Ceux qui vont être admis dans le fichier, ceux qui vont suivre la procédure de sélection, qui vont se retrouver sélectionnés, recrutés ou acceptés pour être enseignants du supérieur, ils passeront toujours par cette case probatoire d'assistant. Et cette case probatoire d'assistant, ils ne peuvent pas le faire au-delà d'un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est quand vous décidez que vous allez au CAMES. Donc, une fois qu'on vous recrute et que vous rentrez dans le corps des assistants, vous pouvez, rien ne vous en empêche, décider de rester assistant à vie jusqu'à la retraite. Et professeur, et ceux qui ne s'inscriveront pas pour être aspirants, ils deviennent quoi? Ceux qui ne vont pas s'inscrire, ils ne peuvent pas se retrouver demain enseignant-chercheur. Donc c'est... Non, mais c'est un passage obligé. Vous voulez être enseignant-chercheur à l'université, vous voulez être professeur, et vous retrouvez selon les procédures et les critères dans l'un des corps, vous passez nécessairement par là. Ce qui n'existe pas à la date d'aujourd'hui. Le système, il est imposé, professeur, c'est ce que je Ce n'est pas une imposition, le système, il est là, et vous devez passer par là. Écoutez, on dit, je vais avoir le bac. Vous voulez avoir le bac, il y a des examens nationaux du bac, vous allez aux examens, vous ne pouvez pas dire, je vais être bachelier sans passer l'examen du bac. Donc, ce n'est pas une imposition, c'est la disposition nouvelle pour tout aspirant, toute personne qui aspire à être enseignant-chercheur dans les universités publiques. Ils se soumettent à une sélection de base, ils rentrent dans un fichier national, savamment actualisé, maintenu, renouvelé au fur et à mesure que nous évoluons. Est-ce qu'ils trouveront tous une place, puisque avec l'expérience du secondaire, on a constaté quelques défaillances? C'est en cela que c'est différent. Oui, c'est différent, certes, oui, c'est différent, mais les débouchés, au fait. Les débouchés, c'est l'autre préoccupation. Lorsque vous décidez d'être enseignant du supérieur, on dit, OK, la première étape, qui ne fait pas de vous un enseignant d'université, mais qui fait de vous quelqu'un qui rentre dans un système
d'attente. Dans ce fichier, vous allez là. Et une fois que vous êtes là, et qu'on dise, on veut maintenant des assistants, on vous recrute en tant qu'assistant. On vous recrute en tant qu'assistant, vous avez un nombre limité de temps pour passer de ce niveau d'assistant que vous avez. C'est pour ça que ce corps n'existe plus en notre sein. Vous ne pouvez donc plus être assistant et aller à la retraite avec. Donc, c'est un grade, vous rentrez dedans, et puis vous passez à l'intérieur du temps requis. Je crois 6 ans. Au bout de 6 ans, vous passez. Ceux qui ne vont pas passer, ceux qui ne vont pas quitter ce grade pour devenir maître assistant, on verra ensemble avec la mise en œuvre de la réforme, le sort qui leur sera réservé puisqu'ils ont déjà passé la sélection pour être dans un système où ils sont des assistants. On ne va pas leur dire du jour au lendemain, vider les lieux, vous voyez ci, vous voyez ça, mais il leur sera donné une réponse à la mesure de leur performance. Le système de performance, la création d'un organe qui fait office d'autorité administrative et d'autorité disciplinaire. Pour le moment, on l'a appelé ONS, organe national contrôle d'éthique dans l'enseignement supérieur, va être désormais une sorte d'institution. Vous savez, lorsque on est quelque part, on a le sentiment qu'on est contrôlé par personne. On fait très bon marché de la passion de l'homme. On se dit, bon, il a sa conscience professionnelle, il va faire ce qu'il veut, il va. Donc, il y aura ce qui va changer à partir de demain là, parce que c'est lancé là, il y aura des mécanismes, il y aura des organes qui s'occuperont d'évaluer les enseignants dans une double posture. Il y aura l'évaluation comportementale et puis il y aura l'évaluation professionnelle. C'est-à-dire l'évaluation de l'enseignant se fera, mais également l'évaluation de l'enseignement se fera. Et lorsqu'on parle de cela, c'est tout enseignant confondu. Et comment ça va se passer justement cette évaluation, puisque depuis qu'elle a été annoncée, on n'a pas de détails? On n'a pas de détails. Je vais vous dire. Les précisions précises vont venir avec les différents documents qui vont gérer les organes, le règlement intérieur, le manuel de procédure, certaines de choses vont être contenues. Mais de manière très claire. On sait aujourd'hui que les problèmes d'éthique, les problèmes de harcèlement, les problèmes déontologiques, les problèmes de retard, les problèmes même de performance à l'intérieur de l'enseignement supérieur existent et n'ont souvent pas de répondants, n'ont souvent pas de solutions ici et maintenant. Ce qui va se passer, c'est que l'organe qu'on va mettre en place pourra s'auto-saisir des problèmes qui arrivent, va les traiter, va prendre des mesures disciplinaires, pourra saisir le procureur de la République lorsque les faits révélés relèvent de la compétence de la justice, pourra rendre compte. Et c'est un organe, c'est une structure qui est sur la tutelle administrative du ministère de l'Enseignement supérieur et qui est sur la supervision fonctionnelle du Conseil national de l'éducation. Ça signifie quoi? Qui peut s'autosaisir, qui peut être saisi par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, qui peut être aussi saisi par le président du Conseil national de l'éducation. Et c'est un conseil sur le plan de l'évaluation pédagogique qui va s'appuyer sur les cellules d'assurance qualité qui existent déjà dans toutes les universités publiques pour évaluer l'enseignement qui est fait, pour évaluer la qualité de cet enseignement et qui, de manière périodique, puisque c'est un organe qui organise cette évaluation. Cet organe lui-même peut descendre, mais il organise l'évaluation. Ça signifie quoi? Vous allez me poser la question qu'on s'est pendant longtemps posée. Lorsque je comprends que l'assistant, on peut l'évaluer, lorsque je comprends que le maître conf, on peut évaluer, et le conseil titulaire, qui est seul dans sa filière, comment on va faire? On a dit l'organe là, qui fait autorité en matière disciplinaire, en matière pédagogique, en matière d'évaluation double, organise l'évaluation. Ça signifie qu'il met en place les gens. Si je suis seul professeur titulaire dans ma filière au Bénin, ou bien l'université d'Abomey-Calavi, je ne suis pas seul professeur titulaire dans ma filière au Bénin.
Je ne suis pas seul au monde. J'ai un maître, je viens d'une université. Donc, dans l'organisation, la mise en place de cette évaluation du plus gradé, on cherchera là où existent les personnes capables de m'évaluer si je suis le plus. Les autres, on le fait aussi. De la même manière, lorsqu'il s'agira aussi d'évaluer mes enseignements, les apprenants seront mis à profit. C'est là où il y a justement le débat, professeur. Il n'y aura aucun débat. Se faire évaluer par ses propres étudiants, ça frime un peu. Le système allemand que je connais, dans lequel je suis jusqu'à aujourd'hui, si vous finissez votre enseignement et que l'enseignant, l'apprenant vous évalue mal, on ne renouvelle pas votre contrat. Qui mieux que l'étudiant, qui mieux que l'apprenant peut apprécier son enseignant? Il n'y en a pas. Qui sait si l'enseignant vient à l'heure à l'école, aujourd'hui dans le système qui est le nôtre? Qui apprécie ce qu'il dit au cours? Qui l'écoute? Ce sont les étudiants. Ce sont les étudiants. Et si on n'a pas confiance en l'apprenant et en l'étudiant qui reçoit, qui est adulte, c'est vrai que nous avons de plus en plus des enfants qui viennent à l'université, mais le bac fait des adultes, des responsables, etc., etc. Si on ne les accompagne pas pour apprécier ce que l'enseignant fait, moi qui suis ici, je peux venir au cours avec 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de retard. Je peux même ne pas venir au cours, ni l'étudiant à travers ses responsables, ni mon chef de département, ni mon douanier, ni le recteur, encore moins le ministre, ne m'interpellent, ne me disent quoi que ce soit. Tant que j'ai ce sentiment d'impunité, je peux aller au cours quand je veux. Or, si un système est mis en place, que je sais que dans 2 ans, j'aurai une évaluation, et on pourra m'opposer le fait que je suis toujours en retard. Mais l'information, il faut que ça vienne de quelque part. Je fais attention. Si plus tard, un système est mis en place, au point où quand j'ai 5 minutes de retard au cours, les 5 minutes sont défalquées de mon salaire, je vous dis que je réfléchirai par 10 fois. Et aussitôt, je ferai mon programme de savoir que mon salaire, là, ce sera défalqué de 5 minutes. Donc, je n'aurai mes 5 minutes de retard que parce que je dois avoir 5 minutes de retard. Je vais vous raconter une anecdote. Rapidement. Très rapidement, en 2 secondes. J'ai un collègue qui est responsable à l'université, puisque ces évaluations se font déjà dans certains endroits à l'université. Il suffit de les systématiser, de mieux les régenter. Lorsque ces étudiants l'ont évalué, que l'administration de cette école lui a envoyé une note, vous savez ce qu'on lui a reproché? C'est un collègue qui prend trop de téléphone au cours. Mais il me dit, écoutez, professeur, ça là que mes étudiants m'ont renvoyé en feedback, je sais que je prends beaucoup à cause de mes fonctions administratives. Il n'est pas qu'enseignant, il occupe des fonctions administratives. Et je suis dans une position, quand je vais au cours, il y a beaucoup d'appels qui arrivent. Mais je n'ai jamais fait le lien entre ça là que je fais en prenant le téléphone au cours et la conscience que mes étudiants ont de cela. Mais à partir de ce jour, j'ai reçu le rapport des mains du directeur de l'école. J'ai changé. C'est avec désormais mes collaborateurs et mon chauffeur que je gère mes appels urgents qui rentrent dans le cadre de mes fonctions administratives ailleurs. Mais c'est déjà une avancée et c'est grâce aux étudiants qu'on a eu ça. Absolument, professeur. On va continuer. La prochaine question, c'est de savoir si vous avez, dans tout ce travail-là, associé peut-être les responsables syndicaux de l'université pour qu'il n'y ait pas encore de bruit après. Non, je ne pense pas qu'il y aurait des bruits. L'association des responsables syndicaux, ici et maintenant, je ne saurais vous le dire, parce que c'est tout un processus, qui continue d'ailleurs. Le processus n'est pas encore arrivé à terme. Donc des consultations ont eu lieu à différents niveaux. Si vous voulez dire, est-ce que dans la commission mise en place, il y a un quota qu'on a réservé au syndicat, c'est ça? Oui. Je ne pense pas, quand je lis le décret qui a mis en place la commission, je ne pense pas qu'il y ait des structures de la République ou du pays qui sont venues escalader à l'intérieur. Mais ce que je voudrais dire, c'est 2 choses. La première des choses, c'est que sur la quinzaine de collègues qui ont travaillé au niveau de la commission, il faut quand même dire que 13 sont universitaires. Et c'est des universitaires qui sont dans toutes les positions
position d'enseignement pur et dur simple, position d'enseignant-chercheur et de responsable, soit recteur, soit directeur d'institut, d'école, soit doyen de faculté, ancien ministre, tout un casting extrêmement intelligent. Les deux autres collègues qui ne sont pas purement universitaires sont des gens qui connaissent pour avoir géré la carrière des universitaires et pour continuer de gérer la carrière, pour avoir été présent aux côtés des universitaires pour des questions de sous, des questions de salaire, etc. Donc ils connaissent le milieu. C'est dire quoi? C'est dire que 13 personnes se réunissent, 15 personnes se réunissent pour parler de l'université, de leurs problèmes qu'ils vivent au quotidien. À côté de cela, la deuxième idée, c'est de dire, ce dont on en parlait là, relève de qui? C'est la question d'une gouvernance. La gouvernance d'une entreprise, soit dit en passant, il revient à l'employé, il revient au propriétaire de dire, voici la gouvernance que je veux mettre en place pour que mon entreprise prospère. À partir de ce moment où il définit les cadres, il met ce cadre-là à la disposition des acteurs eux-mêmes. Et puisque c'est un processus, ce que vous dites, ils sont bel et bien associés puisque les contributions qu'ils ont faites au séminaire sont de grande qualité et l'engagement pris par les syndicats de convoyer par écrit tout ce qu'ils ont noté, tout ce qu'ils ont ressenti, tout ce qu'ils peuvent avoir comme réflexion est aussi un point positif. Donc je dis, ce travail qui est fait et qui continue est un travail extrêmement participatif. Professeur, venons-en maintenant à ce qui touche directement les étudiants. C'est vrai que toute cette réforme, c'est justement pour la qualité de l'enseignement, mais par rapport à la redondance, l'éducation qui est donnée, la formation qui est donnée aux étudiants, qu'est-ce que vous pensez faire? Nous avons entendu lors des débats qu'il y aura la suppression de ces redondances-là, mais comment cela va se faire quand on sait que le professeur, il est le maître de sa matière pratiquement à l'université? Le professeur, certains professeurs donnent le sentiment qu'ils sont propriétaires de leur matière, d'autres qui ne sont pas à l'intérieur leur envoient le miroir qui sont propriétaires de leur matière. Un enseignant n'est jamais propriétaire de sa matière, ni de son labo, etc., ni de son master. Il est juste là pour assurer. Et là, vous voyez le processus par lequel on finit par valider une formation avec le rectorat, le ministère et tout. Il ne peut pas avoir ce sentiment. Donc, ça fait partie des dérives qu'il faut corriger. Vous posez justement le problème. Et tous les acteurs ont conscience de ce problème. Il a été déjà dit que l'évaluation presque permanente des curricula de formation, des programmes de formation, si cette évaluation révèle qu'une formation est dépassée, qu'une formation n'assure plus l'employabilité et le développement, on en tire les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'on l'abandonne au profit d'autres. Si une décision n'est pas prise par une autorité, de facto, cette filière va s'écrouler d'elle-même parce que ceux qui vont décider d'aller se faire former se posent à justice la question de savoir et après, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que j'accompagne le développement? Et s'ils n'ont pas les réponses positives, ils vont abandonner. Donc, si vous maintenez la filière, si vous maintenez la formation, elle va tomber d'elle-même avec les réformes que nous mettons en place et qui vont se mettre en place. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, j'ai dit, les acteurs à différents niveaux sont conscients qu'aujourd'hui, les défis de développement, la globalisation du monde, la nécessité pour notre université d'être performante et de donner des éléments qui vont tenir le développement dans le troisième millénaire, ouvrent des formations nouvelles. Et ces formations nouvelles, nous devons changer de cap quand on est des enseignants. Nous devons enseigner autrement, évaluer autrement, et évoluer autrement. Donc, de fait, nous-mêmes, nous le faisons. La rationalisation des programmes d'enseignement. Nous venons là. Oui, absolument. La rationalisation, je viens de passer au premier niveau, celles qui ne servent à rien, qui sont désuètes, il faut bien que si une autorité
Ne dis pas, je ne veux plus ça, les acteurs eux-mêmes vont le dire. Si les acteurs ne le disent pas, la filière va tomber d'elle-même, elle va mourir d'elle-même parce que faute de combattants, le combat c'est sur la faute d'étudiants, la filière ne portera plus. Maintenant, la pratique qui a toujours existé, où vous avez la même formation dupliquée à plusieurs niveaux, les débats sont plus avancés même que cette réforme de pouvoir les rationaliser pour laisser faire au niveau où il faut le faire, avec plus de prestance, plus de contenu, plus de rayonnement et plus de promotion, telle ou telle filière. C'est déjà écrit, c'est déjà vécu à certains niveaux. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous avez une filière à la FACH, il n'est pas impossible que, domicilié à la FACH, vous ayez des structures associées, des institutions associées qui puissent se retrouver à l'INEAM, qui puissent se retrouver à l'ENAM, qui puissent se retrouver un peu pour pouvoir accompagner cette formation-là. Si ce processus va à son terme, et que si ces réformes la conduisent, fatalement, nous arriverons à un niveau où le dédoublement à l'infini des offres de formation, nous ne pouvons plus les avoir. Nous arriverons aussi à un niveau où, aujourd'hui, la question n'a pas été tranchée pour dire nous allons plus ouvrir les universités publiques aux bacheliers. Mais la question a été tranchée pour dire il faut revoir les offres de formation dans le sens de davantage de professionnalisation, dans le sens de davantage de technologie, dans le sens de davantage de résultats d'employabilité, d'entreprise et d'auto-entrepreneuriat. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que les collègues au sein d'un département, aujourd'hui, ici et maintenant, qui se réunissent pour dire nous allons former un étudiant en sociologie, s'ils ne réfléchissent pas pour dire demain, il va faire quoi? Il va faire quoi? Quels sont les postes? Quels sont les besoins? Quelles sont les fonctions qu'il peut occuper? De quoi la société a besoin aujourd'hui en matière de sociologie? Qui ne réfléchissent pas pour dire, mais écoutez, derrière chaque chef de quartier, derrière chaque ministre, derrière chaque chef d'arrondissement, derrière chaque député, derrière chaque président de tel ou de tel, derrière chaque entrepreneur, derrière chaque commerçant, j'ai besoin d'une compétence qui le renseigne sur la société qu'il sert, sur la société qu'il dirige, sur ça, donc les dynamiques sociales qu'il y a. Si je ne forme pas un conseiller social pour le politicien, si je ne forme pas un conseiller conjugal qui accompagne socialement parlant, mais de manière pratique et professionnelle, les ménages, les époux, etc., etc. Si je ne mets pas en place de telles formations, ma filière sociologie de plus en plus sert à peu de choses. Absolument. Alors, si les collègues au département de sociologie ont cette conscience, si les collègues au département de géographie, si les collègues dans tous les départements jugés, facultés à gros effectifs, ils ont ça, qu'ils offrent avec le leadership directeur, qu'ils offrent avec l'administration, le conseil d'administration, ces opportunités, nous aurons à régler déjà à notre niveau ces questions parce que c'est de notre ressort. Le chapeau est là, qui nous accompagne, qui nous aide pour dire, écoutez, pensez à demain, pendant que vous offrez, ne leur ingurgitez plus seulement les idées à la Durkheim, à la Weber, à la CIE et à la SA, inculquez-leur les réalités du fait que, à la fin, ils puissent servir à quelque chose. Et ça, le génie des sociologues peut le faire, le génie des géographes peut le faire, le génie des anglicistes peut le faire. Deuxième élément, nous pouvons réfléchir, je ne suis même pas encore au niveau des décisions, mais nous craignons la conscience qu'aujourd'hui, tous nos enfants qui rentrent à l'université, comment nous les prenons pour qu'en 2 ans, une sorte de DUT puisse être rapidement organisée pour eux. Et il va falloir qu'on demande que ceux qui écrivent les tests retouchent un peu au LMD, nous permettre d'avoir les tests sur lesquels vont s'asseoir des formations de 2 ans pour que les gens sortent avec quelque chose de technologique, de pratique. C'était ma prochaine question. Donc, ce système sera pas totalement enlevé, mais retouché. Oui, c'est des idées. Et il faut le faire. Troisième élément. On ne va pas attendre le président de la République, on ne va pas attendre le gouvernement, on ne va même pas attendre le rectorat avant de nous asseoir entre sociologues, entre géographes, entre anglicistes, entre lettres modernes pour les facultés.
Oui. classique, à gros effectifs, pour dire, bon, très bien, ceux que nous avons formés jusque-là, à quoi est-ce qu'ils servent? Que nous fassions le bilan et que nous nous disions, qu'est-ce qu'en 3 mois, en 6 mois, nous pouvons leur donner complémentaires pour les rendre plus professionnels, pour les rendre plus employables sur le terrain. Oui. Lorsqu'un département se lève et va vers un recteur avec de telles idées pour dire j'ai formé 5000 sociologues, je les ai formés sociologie classique, fondamentale, maintenant je veux les former à devenir consultants, je veux les former à devenir spécialistes de l'économie solidaire. Et donc, je mets en place un truc de 6 mois. Je suis sûr que le recteur, quel qu'il soit, va accompagner ça parce que c'est une passerelle pour quitter la formation classique, généralisante que nous avons donnée et pour aller vers une formation professionnelle où les gens, en plus de leur base première, vont avoir un plus qui fera d'eux des gens opérationnels sur le terrain. Et à côté de ça, ceux qui viennent aujourd'hui, on leur propose des choses opérationnelles. Mais ce n'est pas le président de la République qui va nous écrire les offres de formation avec les profils qui vont sortir. C'est nous. Il a déjà trop fait en mettant en place le cadre de la réforme qui nous permet de mieux nous exprimer en arrivant. Regardez tout ce qui se fait dans le secondaire aujourd'hui. Mais quand on va former avec la centaine de lycées qui viennent là, quand on va finir de former ces technologies, quand ils vont venir à l'université pour pouvoir poursuivre, si très rapidement on ne met pas en place le bon réceptacle, c'est qu'après le bac, soit ils vont dans la sur le terrain, sur le marché de l'emploi, ou bien ils sortent du pays. Donc il faut aussi que très tôt, nous puissions continuer la réflexion pour pouvoir les récupérer et pour pouvoir arrimer la formation à l'université sur ces aspects-là aussi. Je ne dis pas exclusivement, aussi. Parce que quand on va finir de faire, il restera toujours après des gens pour être des enseignants de sociologie, de géographie, etc., etc. Mais quand vous prenez le système des juristes en Allemagne, ou que vous prenez le système des médecins ici au Bénin, vous ne pouvez pas être professeur titulaire de chaire en médecine sans être médecin hospitalier, clinicien qui servait dans les hôpitaux, CNHU, partout. On peut y arriver avec un tel système, avec toutes les facultés classiques. Ça va être, à terme, le plus grand moyen de résorber la question du chômage, le plus grand moyen d'arrimer la formation à l'emploi avec déjà tout ce qui se fait et qui sera coordonné. Professeur, le problème que nous connaissons tous, c'est la question de l'effectif à l'université. Quelles sont les pistes de solutions que vous avez proposées pour désengorger un peu ces différentes facultés? Je vais vous dire tout de suite à ce niveau, la réflexion continue. La réflexion va se poursuivre. La réflexion va rentrer dans un cadre beaucoup plus profond de la deuxième dimension que j'annonçais, qui est la mise en place d'un programme massif d'investissement, de promotion, de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Non seulement la question de la massification des enseignants sera prise en compte, la question des infrastructures sera prise en compte. Il a été dit et redit plusieurs fois, même au séminaire, que l'aménagement du paysage, de l'espace, du territoire de nos universités, fait de nos universités un lieu où, au lieu que l'esprit retrouve toute sa splendeur, s'éclore et donne beaucoup de sa prestance et de sa lumière. Quand vous regardez déjà les bâtiments, quand vous regardez l'architecture, il y a quelque chose qui n'inscrit pas nos universités dans le monde qui bouge. Donc, il y a tout cela qui sera pris en compte. Mais ici et maintenant, tout ce que nous avions dit, qui se prépare au secondaire, qui va se déverser dans le supérieur, tout ce que nous avions dit, que à tous les niveaux où des décisions les plus minimales puissent être prises, va régler la question. Le bac demeure le parchemin, le diplôme qui permet aux Béninois qui aiment apprendre d'intégrer l'université. Il faut donc accompagner les universités, depuis le département jusqu'au niveau suprême, les accompagner à offrir aux bacheliers aujourd'hui qui décident d'aller à l'université les formations les plus adaptées à son bac et au marché de l'emploi. Il ne s'agira pas de réduire ici et maintenant pour dire
non, on va faire un programme élitiste et seuls ceux qui ont 14, seuls ceux qui ont 16 ou 17 vont aller à l'université. C'est le contraire qui se fera ici et maintenant. Par la suite, les réflexions vont évoluer. Mais le contraire qui se fera, c'est dire, cette masse, 64%, s'ils réussissaient tous et qui demandent à venir à l'université pour être formés, qu'est-ce que nous leur offrons? Il faut que nous cessions de leur offrir des programmes surannés, dépassés, pour leur proposer de nouveaux programmes qui rentrent dans les discussions d'aujourd'hui en termes de numérique, même en termes de sociologie, mais de sociologie actuelle, pour qu'on adapte la science aux réalités du Bénin. Ça, nous pouvons le faire sans moyens. Sans grands moyens, on peut faire ça. Donc, la balle est dans le camp des enseignants, la balle est dans le camp des dirigeants d'université, la balle est dans le camp du ministère et du gouvernement après. Si nous le prenons et que nous disons, bon, désormais, nous, on ne va plus faire une licence classique, on va former des licenciés fondamentaux. Nous voulons former des licenciés qui sont des conseillers politiques. Voilà le programme que nous mettons en place. Ça demande tel investissement. Oui. Je ne suis pas sûr que nos plaidoyers vont rester sans réponse. Nous aurons des oreilles pour nous écouter parce que les dirigeants savent qu'avec ça, nous allons proposer et mettre sur le marché des gens qui vont travailler et qui vont être opérationnels. Vous évoquez justement les résultats du baccalauréat. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les séries technologiques qui ont eu le plus de pourcentage en matière de taux de réussite. Que vont devenir ces étudiants? Puisque la plupart de ceux que nous avons interrogés, par exemple, parlent d'établissements privés pour continuer leurs études. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, les élèves dont les candidats n'ont pas les moyens, quid du privé et du public? Oui. Ceux-là qui viennent, c'est ça je dis, la réponse que nous aurons, déjà vous me posez la question, la plateforme qui est donnée, c'est-à-dire que ce qui est disponible là aujourd'hui dans les universités publiques constitue une première réponse. Mais tout le monde sait, il n'y a pas qu'au niveau technologique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les institutions, les structures privées d'enseignement supérieur secondent, suppléent et accompagnent le public, que ce soit dans le technologique que dans les autres formations de type classique. Donc, ce qui est vrai pour le technologique, une fois qu'on a offert ce que le public a aujourd'hui à ceux-là qui viennent, les autres structures à l'intérieur vont supplier pour ce qui reste. La réflexion continue donc pour diversifier et arrimer les réalités du supérieur aux réalités du secondaire. Et ça, justement, entre autres, le CNE est là pour que nous ayons un fil beaucoup plus tenu. Les différentes stratégies sont mises en place pour que la révolution qui a commencé, qui est annoncée et qui va se poursuivre au niveau de l'enseignement secondaire, on la sent davantage mis sur le technologique, le professionnel, etc., soit récupéré au supérieur. À l'état actuel, le public offre ce qu'ils ont, la suite continue avec le privé. Mais à terme, le public pourra être suffisamment adapté et arrimé à la politique de l'État, à la politique dans le secondaire, pour que du supérieur au primaire, tout se tienne. Professeur Dodji Amouzovi, nous allons consacrer les dernières minutes de cet entretien à la recherche et à l'innovation parce qu'on n'en a pas encore parlé. Vous le savez, le problème qu'évoquent justement les chercheurs, c'est le manque de financement. Votre thérapie a proposé justement, votre thérapie pense au financement des recherches dans notre pays. Mais oui, il est envisagé. Il a été retenu et approuvé par le gouvernement la création d'un fonds de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et c'est une avancée notoire. La gestion de ce fonds, la localisation de ce fonds, les réalités autour de ce fonds feront encore l'objet de discussions où les décisions seront peaufinées, mais l'idée déjà retenue et approuvée de mettre en place un fonds pour assurer le développement de la recherche est déjà très important. Très important en ce sens-là que même la création d'un corps hors hiérarchie qui permette
de maintenir un état de donner de son savoir, de sa connaissance et de son expertise au milieu universitaire et au pays est aussi une avancée notoire. Je donne l'exemple pour illustrer ce que je dis. Si aujourd'hui, nous maintenons le système que nous avons au Bénin, Oui. nous ne pouvons pas avoir un prix Nobel qui sortirait de nos universités publiques. Parce qu'il serait mis à la retraite à un moment où, un peu comme le vin, plus on vieillit, plus on bonifie. À un moment où ils sont sur un domaine privilégié de la recherche, la retraite les rattrape et puis on les déclasse, on les met d'office à la retraite. Il est prévu dans la réforme que nous puissions avoir un corps hors hiérarchie réservé exclusivement aux collègues qui marquent de manière importante et fondamentale le devenu de la recherche, le devenu de l'enseignement, qui sont sur des programmes qu'ils conduisent, qui n'ont pas encore fini de conduire et qui souhaitent rester dans le milieu. Tous ces collègues seront accompagnés pour pouvoir impacter le développement dans le pays. Toujours au niveau de la recherche, il est prévu une reprise, une systématisée, une meilleure gestion de ce qu'on a initialement appelé les missions d'enseignement et de recherche. La réforme aujourd'hui prévoit une mobilité, une présence dans un environnement international avec des acteurs à stature internationale qui pourront venir au Bénin, accompagner, travailler ensemble avec les collègues béninois sur des programmes, sur des enseignements pour impacter. Et tout ça pour impacter aussi bien l'enseignement que la recherche, puisque nous parlons de la recherche et que nous parlons de l'innovation. Tout cela avec les mécanismes qui aujourd'hui existent vont promouvoir avec le programme spécial de développement, d'investissement et de promotion de la recherche et de l'innovation vont promouvoir pour que les structures mises en place aujourd'hui par l'État et par le privé, nous puissions d'ici à là avoir des prix Nobel, nous puissions nous retrouver dans le top 100 des universités au niveau du monde. Et il y a aussi la question des infrastructures et du matériel aussi dans les laboratoires, puisque peut-être les chercheurs ont besoin de tout ce matériel-là pour pouvoir travailler. Évidemment, j'ai annoncé le fonds spécial qui va... Le fonds accompagnera les recherches. Accompagner la recherche. La recherche, c'est au sein des laboratoires que la recherche se fait, quelle que soit la recherche. C'est au sein des structures, c'est au sein du CBRST, c'est au sein de certain nombre d'organes que la recherche se fait. Donc, si le fonds est mis en place, et il sera mis en place, il n'y a aucun doute avec la gestion actuelle, avec les réformes actuelles, que ce fonds-là ne puisse tenir et promouvoir. Surtout qu'il est déjà annoncé une réforme des labos, puisque nous parlons des laboratoires. Il ne s'agira plus que dès que quelqu'un atteint le grade de maître conf et donc est capable de diriger un labo, de le créer et de dire c'est le labo de tel, c'est le labo de tel, c'est le labo de tel. C'est ce qui existe exactement sur le terrain. C'est ce qui existe, mais qui est déjà corrigé. Le recteur a sorti un arrêté rectoral et au 1er septembre, tout doit être repris. Si vous n'êtes pas à bord de ce navire, c'est que fatalement votre labo il est fermé. Et déjà les collègues partout dans les institutions, en tout cas pour l'UAC où je suis et que je connais, il y a déjà la réforme des labos qui se met en place et qui, à partir du 1er octobre, devrait offrir un champ nouveau de regroupement. Regroupement des labos qui existent en leur état aujourd'hui pour que des collègues se retrouvent en masse au sein de ces équipes, de ces unités de formation et de recherche qui sont des laboratoires chez nous aujourd'hui. Alors, si cette dynamique qui est née, qui a commencé déjà sans avoir attendu les réformes, rencontre les effets de la réforme, vous voyez que fondamentalement, assurément, les labos disposeront du minimum qu'il faut pour faire
de plus grandes prouesses. Nous l'espérons donc, professeur Dodi Amouzouvi. Vous le savez, il y a des soutenances de thèse presque tous les jours à l'université d'Abomey-Calavi. Bon, c'est ce qui est le plus proche de nous, donc c'est pour l'université d'Abomey-Calavi que nous avons des informations. Mais que deviennent ces thèses, professeur? Parce qu'il y a certaines qui sont quand même utiles au développement, mais qu'on n'exploite forcément pas. Il y a des thèses certainement actuellement dans les tiroirs qui sont pourtant importantes. Quelle est l'idée pour accompagner ces thèses-là? Deux choses. Un, je ne dirais pas que certaines, toutes les thèses soutenues, toutes les thèses de doctorat servent le développement. Servent le développement. Il y a qu'il faut travailler maintenant à la vulgarisation, qu'il faut travailler maintenant à évoluer sur ces thèses. Si je prends l'école doctorale pluridisciplinaire à laquelle moi j'appartiens, avec les directeurs, les réflexions sont suffisamment avancées, avec les collègues, les réflexions sont partagées, pour que de plus en plus ce soit des thèses, projets que nous fassions. Alors si nous faisons des thèses, projets, ça signifie que derrière chaque thèse, au-delà de la publication, au-delà de la vulgarisation ou des structures existent, vite, dans le pays, il y a plein d'initiatives pour publier, vulgariser les résultats des recherches, puisqu'une thèse est d'abord une recherche. Il va falloir que déjà à différents niveaux, des actions soient entreprises pour que les thèses servent davantage au développement. Ici et maintenant, ce qui est attendu, ce qui est fait et ce qui sera renforcé, c'est que déjà au niveau des labos, au niveau des écoles doctorales, au niveau des directeurs de thèse, au niveau des thésards eux-mêmes, tout ce qui doit se faire pour faire contribuer leur réflexion au développement se fasse. Il faut en amont à cela que les sujets sur lesquels les collègues soutiennent leur thèse soient des sujets directement opérationnel, qu'on n'oblige plus forcément à dire il faut aller étudier comment se comportait la littérature dans tel autre pays, dans tel autre pays. Cette réflexion que nous pouvons faire au profit de la littérature de ces pays, entre guillemets, avancés, nous pouvons faire la même réflexion sur les littératures orales, les littératures de chez nous, qui permettront donc à ce que nous puissions nous regarder et renouveler les informations sur nous-mêmes et avancer. Donc déjà au niveau du choix des sujets, il y a un premier travail à faire. Ensuite, au niveau de tous les acteurs, comme j'ai dit, depuis le TESA jusqu'au recteur de l'université et jusqu'au ministère, des actions à tous les niveaux devraient être renforcées pour que moi, ma thèse, que j'ai soutenue, que j'ai défendue, mon directeur de thèse qui m'a accompagné dans cette aventure-là, qu'on puisse rendre les résultats accessibles. Puisque le problème, il est là. Qu'on puisse les rendre opérationnels, accessibles pour que tout le monde comprenne, qu'on puisse les rendre opérationnels pour que ça serve le développement. Ce travail-là n'a pas besoin de grands moyens ou d'une décision extérieure. À côté de cela, les réformes annoncées, le programme spécial d'investissement, de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fera de cet aspect-là un aspect structurant de ces actions, de ce fonctionnement et des résultats à venir, au point où aujourd'hui, nous pourrions disposer des mécanismes, disposer des cellules, disposer des structures qui auront exclusivement à s'occuper de cet aspect pour booster davantage les résultats de nos recherches, pour qu'ils ne dorment plus dans les tiroirs, pour que toutes ne dorment plus dans les tiroirs, comme vous êtes en train de le dire. Et dans le registre de l'innovation, à quoi allons-nous assister bientôt? Dans le registre de l'innovation, si la dynamique entamée se poursuit, les innovations se liront à tous les niveaux. D'abord au niveau technologique, puisque l'enseignant, à terme, les réformes, c'est pour redorer, c'est pour rehausser, c'est pour offrir davantage d'espace, de possibilités, renforcement de tous les acteurs qui sont au niveau de l'innovation. Et lorsque vous regardez les choix, les stratégies du gouvernement, regardez tout ce qui se passe du côté du numérique, qui aujourd'hui, du graphisme et tout. Regardez ce qui se passe du côté de Semicity. Regardez ce qui va être déversé par la suite dans nos universités publiques où l'envie, c'est de pouvoir égaler, approcher
parler d'égal à égal avec les universités qui ont pignon sur rue dans le monde. Forcément, l'innovation va prendre davantage son envol. Vous avez vu tout ce que les collègues ont fait lorsque est arrivée la question de Covid, les différentes inventions, vous les avez vues. Les inventions aujourd'hui qui sont au niveau scientifique, donc universitaire, on pourra alors trouver les formes, trouver les mécanismes qu'il faut pour passer du niveau universitaire à un niveau industriel. Et pour ça, les décisions qui sont prises dans le cadre de la réforme est d'intéresser le monde professionnel, d'intéresser le monde industriel pour que déjà au niveau des curricula, déjà au niveau de la formation, déjà ensuite au niveau des résultats, ce sont des choses qui directement intéressent les industriels, directement intéressent les opérateurs économiques, intéressent les agriculteurs, que nous puissions faire. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison que l'innovation ne prenne de nouveaux envols. Et on va observer tout ce dont on a parlé là, dans quel délai on vous a entendu parler de 90 jours, mais 90 jours, pourquoi déjà concrètement? On va déjà observer ici, maintenant, on a déjà commencé par observer au dernier Conseil des ministres. Oui, il y a deux décrets qui ont été... Oui, c'est les décrets qui fondent, je dirais, c'est l'acte de naissance de toutes ces réformes-là. Après, les autres tests vont suivre, les actions vont suivre, et il est admis, il a été annoncé, il est retenu qu'au 30 septembre, que les mesures urgentes soient démarrées. Ça signifie quoi? Que l'année nouvelle, si elle commence le 1er octobre, nous allons nous réveiller le 1er octobre dans deux mondes complètement différents. Un monde que nous allons abandonner derrière nous et dans lequel nous allons puiser les éléments les plus importants, les plus pertinents pour rentrer dans le monde nouveau, renforcer ces éléments et aller vers des horizons meilleurs. Est-ce que la transition ne sera pas brusque? Non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez, ça fait quoi? La méthodologie mise en place, les acteurs sollicités, la volonté politique, tout est aujourd'hui acquis pour que on ne sente même pas que nous sommes passés d'un monde à un autre. Moi, je ne parle pas de transition. Je parle d'un engagement pour inscrire nos universités publiques dans le registre. Je ne dirais pas du nouveau monde pour créer des nostalgies, mais dans le registre du meilleur monde. Et ça, on n'a pas besoin de transition. Ça ne s'apprécie pas en termes de transition. Ça s'apprécie en termes de décision. Ça s'apprécie en termes d'acteurs. La décision, elle est prise. Les acteurs sont là. Il y en a, si vous aimez l'université publique, que vous regardez ce qui est proposé, vous ne pouvez qu'applaudir et vous ne pouvez que contribuer à aller plus loin et avoir plus d'audace. Donc, il n'y a pas de transition possible, puisque c'est mûrement fait. Le diagnostic a été posé pendant de longues années par ceux qui doivent le poser. Il reste simplement que si quelqu'un décide de ne pas prendre le train de la modernité, il restera sur lequel nous qui voulons prendre, nous allons continuer. Merci beaucoup à vous, professeur Dodji Amuzouvi, pour toutes ces précisions par rapport à la commission qui a travaillé, la commission spéciale qui a proposé donc des idées pour redynamiser nos universités publiques. Professeur, je vais vous demander peut-être votre mot de la fin avant qu'on ne parte. Déjà? Oui. Nous avons beaucoup d'autres aspects que nous n'avons pas abordés. J'espère que nous trouverons de nouvelles possibilités, de nouvelles occasions pour revenir beaucoup plus en détail sur un certain nombre de choses, pour évoquer la question de l'éméritat, pour évoquer différentes questions que ici et maintenant nous n'avons pas abordées. Si je dois donner un mot de fin, c'est de clôturer par mes remerciements, le président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, tous les acteurs qui ont vu la justesse, qui connaissent le niveau abyssal des défis qui sont les nôtres et qui se sont mis ensemble pour relever ces défis afin que nos universités publiques sortent la tête, que nos universités publiques osent, que les acteurs osent avec et que du Bénin sorte, je ne sais pas s'il faut parler de fumée blanche, mais sorte la fumée de
la scientificité, de la recherche, de l'innovation qui va impacter la sous-région et va impacter le monde. Tous ces acteurs, je voudrais les remercier et dire qu'il nous revient à nous maintenant de tendre la perche que le politique nous a donnée pour que nous jouions davantage notre partition pour amener le politique à aller plus loin que la volonté qu'il a dite tout à l'heure ou qu'il a dite actuellement et qu'il a déjà contribué à mettre en place. Si jamais nous ratons ce coche, si jamais nous ratons ce virage, je ne suis pas sûr que nous puissions relever l'enseignement supérieur avant très longtemps. C'est une chance que nous avons. Il faut la saisir. Et à la matière, chacun de nous doit fonctionner pour être une étoile au ciel. Et s'il ne peut pas être une étoile au ciel, chaque acteur du monde universitaire doit travailler pour être une antenne sur Terre. Et c'est justement sur votre exhortation que prend fin l'entretien de ce dimanche, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ne partez surtout pas. On se retrouve juste derrière pour le débriefing de ce plateau. À tout à l'heure.